Merci à tous de votre présence pour cet atelier que nous avons intitulé Transmission et citoyenneté, qui va parler d'éducation, de culture et de citoyenneté. Le contexte un peu général. Le 22 septembre dernier, Jean-Luc Moudenc, le président de France Urbaine, avait lancé, lors de la conférence des villes, à Paris, à l'Hôtel de Ville de Paris, avait lancé le manifeste de France Urbaine. Donc vous avez pu voir qu'il y a un certain nombre d'exemplaires qui sont en distribution en bas. Dans ce manifeste, Jean-Luc Moudenc nous demandait, commençait à annoncer ce que voulaient les villes, les grandes agglomérations, les métropoles, ce qu'elles attendaient du prochain gouvernement. La manière dont on voit le travail finalement de France Urbaine sur toute la durée du prochain mandat. Ce manifeste a été discuté à l'intérieur de l'association par les adhérents. Ça a été un travail fourni en commission, en assemblée générale, à l'intérieur du bureau aussi, et nous arrivons avec un certain nombre de propositions qui figurent aujourd'hui dans le manifeste et que vous retrouvez sur le petit document qui vous a été distribué à l'entrée. Ce sont 5 propositions en particulier qui nous intéressent aujourd'hui. Les journées de France Urbaine auxquelles vous participez aujourd'hui et demain viennent clôturer tout ce cycle de réflexion sur le manifeste. Et notre atelier a donc pour tâche d'aller dans le détail des propositions que nous avons là, de les discuter ensemble, de réfléchir à leurs implications, à partir certainement des expériences, des visions de nos discutants. Nous avons donc autour de la table Madame Catherine Vautrin, présidente de la communauté urbaine du Grand Reims. Nous avons Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand, président de la communauté urbaine de Clermont-Ferrand aussi. Excusez-moi. Fabien Jordan, qui est président de Mulhouse Alsace Agglomération et maire de Bervillers. Et Samy Kefi-Jérôme, adjoint à l'éducation au maire de Saint-Étienne. Nous devions avoir aussi Alain Fontatel, premier adjoint au maire de Strasbourg, qui me demande de vous demander de l'excuser, parce qu'il a été retenu au dernier moment. Nous sommes donc ici pour parler transmission et citoyenneté. Nous savons que les grandes villes, les grandes agglomérations sont parmi les acteurs principaux de la culture, notamment parce qu'ils en sont les premiers financeurs. Parallèlement, nous savons aussi que le rôle de ces agglomérations, de ces villes particulièrement, va croissant dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'éducation au sens large, disons, avec un investissement soutenu, grandissant dans divers domaines, qui se voit formalisé par le biais de la loi sur la refondation de l'école de la République, et notamment l'arrivée, la mise en œuvre des projets éducatifs de territoire, les PEDT. Par ailleurs, les divers dispositifs qui sont mis en œuvre tant par le ministère de l'Éducation nationale que par le ministère de la Culture, mais aussi d'autres ministères, notamment tous les dispositifs liés à la politique de la ville, sont fondamentaux dans la définition, dans l'élaboration de la citoyenneté telle que nous la voulons, telle que nous la pensons pour nos enfants, pour nos citoyens de demain. Simplement, ces dispositifs répondent à des cultures ministérielles descendantes, d'une part, nous sommes encore dans un pays très centralisé, qui sont mises, ces cultures descendantes sont mises en cohérence de manière parfois un petit peu insatisfaisante au niveau local. Elles ne prennent en fait pas toujours pleinement compte des réalités individuelles, territoriales de nos citoyens. Or, la France connaît, comme vous le savez, et comme la Grande-Bretagne, nous l'avons vu encore il y a quelques jours, des épreuves terribles qui mettent à mal et qui montrent la fragilité de son pacte social. Comment dès lors ferons-nous pour donner au maire, au président, la place qui est la leur, pour contribuer à soigner cette crise du vivre ensemble que nous traversons ? Madame Catherine Vautrin, vous êtes donc présidente de la communauté urbaine du Grand Reims, vous êtes vice-présidente de l'Assemblée nationale, donc députée, vous êtes ancienne ministre à la cohésion sociale et à la parité, vous êtes aussi présidente de la commission éducation de France Urbaine. Pour l'élu local, ancienne ministre que vous êtes, comment voyez-vous le déploiement par l'État de ces dispositifs croisés entre ministères ? David, c'est évidemment une question extrêmement large. Vous me permettrez, avant de démarrer, de saluer mes collègues de la commission éducation de France Urbaine et de leur dire tout le plaisir que j'ai à travailler avec elles, parce qu'en l'espèce, cet après-midi, il s'agit d'elles, mais il y a aussi quelques hommes qui font partie de cette commission. Alors, je vais prendre quelques chemins détournés pour répondre à cette vaste question, en commençant par un premier point assez provocateur, qui est, comme vous l'avez fort justement dit, effectivement, en France, nous avons une habitude d'organisation française extrêmement centralisée, et donc d'une stratégie qui est une stratégie
qui est celle d'une politique descendante, mais une politique descendante dont on demande de plus en plus souvent aux collectivités d'en assumer les conséquences sonnantes et trébuchantes. Et donc, je pense que cet élément-là est déjà un élément qui nous conduit à pouvoir remplacer cette logique un peu, alors le mot est très fort, je ne vais pas employer le mot de dictatorial, mais un petit peu strict, par un partenariat, parce que moi j'ai une règle assez basique dans mon engagement politique, c'est que celui qui finance doit être celui qui décide. Ça, c'est déjà pour camper le décor. Une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il est important qu'on revienne l'espace d'une seconde sur notre thématique et sur la notion de citoyenneté, parce que finalement, on peut imaginer que la notion de citoyenneté, c'est celle évidemment qui est juridique, sur laquelle je ne reviendrai pas, que nous connaissons tous, et qui ramène à la nation. Mais je crois que dans la notion de citoyenneté, nous devons tous prendre bien la partie qui est celle de la participation à la vie de la cité, et donc quelque part, l'une de nos premières réflexion doit être de se dire, est-ce que quelque part, il n'y a pas donc pour participer à la vie de la cité, la responsabilité des élus que nous sommes de donner envie de participer, de donner la capacité de participer, donc une capacité à s'engager. Et c'est aussi bien évidemment cette notion du respect, et j'arrive à la notion non seulement du respect des biens publics, mais également du respect des autres. Et une fois que je vous ai dit ça, eh bien j'enrobe le tout en disant, quelque part, c'est le fondement du vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est bien très souvent la mission qui est la nôtre dans nos collectivités. Et on voit bien que quelque part, nous sommes, et David faisait allusion il y a un instant à ce que nous vivons particulièrement dans notre pays depuis 2015, on voit bien le renforcement des acteurs, là pour le coup de la collectivité jusqu'à l'État, pour quelque part essayer d'aller plus loin sur cette notion de citoyenneté et de vivre ensemble. Et je crois qu'une de nos toutes premières responsabilités, c'est effectivement de pouvoir garantir aux enfants, et nous avons dans nos collectivités des compétences en matière d'accueil scolaire, maternel et élémentaire, et c'est là où on arrive très vite sur l'accompagnement qui peut être le nôtre, sur la maîtrise de la langue, sur l'ouverture aux cultures, sur l'ouverture à l'éducation, et un des lieux pour faire tout cela, c'est bien évidemment le contexte local, mais c'est aussi les outils, je pense au PEDT dont on a tellement parlé dans les commissions de France urbaine, et David faisait allusion à cette responsabilité du PEDT, et bien à travers les ateliers que nous mettons en place, à travers la formation des ateliers, l'organisation, formation au sens organisation des ateliers, on voit bien que là, on favorise déjà le mieux-être à l'école, la façon dont on est dans son quartier, dans sa ville, et la façon dont on fait venir des acteurs du quartier, de la ville, de l'intercommunalité, pourquoi pas, dans l'école. Le deuxième outil tout à fait important, c'est clairement celui du contrat de ville. Moi, si je prends l'exemple de ce que je connais dans ma collectivité, il est clair que l'axe 1 des contrats de ville, celui sur la réussite éducative, est pour nous un pilier incontestablement de cette notion de citoyenneté et de bien vivre, parce que incontestablement l'accès à l'éducation et au-delà de ça à la réussite scolaire, à l'accompagnement scolaire est un outil absolument majeur, comme d'ailleurs un deuxième axe qui est celui sur l'engagement citoyen, j'y reviens, et je crois qu'avec le contrat de ville, on peut très vite associer de nombreux acteurs. Moi, je prends un exemple que j'ai vécu l'année dernière à Reims avec les jeunes chambres économiques qui avaient monté un jeu qui s'appelait Un citoyen dans la ville et dont l'objectif était, en lien avec les maisons de quartier, de permettre Reims, pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient jamais eu le plaisir d'aller dans cette ville, n'est pas forcément l'image, la ville luxueuse dans laquelle on boit du champagne, dans laquelle on prend son bain dans du champagne toute la journée. Il faut savoir qu'à Reims, il y a quand même 39% de logements sociaux, 5 ZUS et 6 établissements en REP et REP+. Donc voilà ce qu'est la réalité de Reims. Et donc nous avons pas mal travaillé justement sur les liens qu'il peut y avoir entre les quartiers, avec une expérimentation qui s'appelait Un citoyen dans la ville, qui était un jeu découverte. Et l'ossature, c'était la ligne de tram. Et un jeune d'une ZUS pouvait se rendre dans une autre pour la faire découvrir, avec des animations sur les arrêts qui permettaient de découvrir différents quartiers.
Je pense aussi, nous avons un festival que nous avons inauguré pour la 17e édition avant-hier, qui est un festival jeune public qui s'appelle Mélimôme, et où là, on arrive à faire travailler ensemble des collèges en REP avec des collèges du milieu rural. Parce que l'autre particularité de notre territoire, c'est que la Marne est le département qui a la superficie consacrée à l'agriculture qui est la plus importante de France. En d'autres termes, vous avez Reims, 185 000 habitants, mais la deuxième commune de l'intercommunalité a 10 000 habitants, et en moyenne, nous avons hors ville de Reims 50 habitants au kilomètre carré. Ce qui veut dire que nous sommes dans une communauté urbaine qui est très concernée par les problématiques qui sont celles de l'attractivité du milieu rural. Et quand je parle de PEDT, envoyer quelqu'un pour 3/4 d'heure à 45 minutes de Reims, c'est pas simple, mais trouver quelqu'un à 3/4 d'heure de Reims pour animer un atelier, c'est pas facile non plus. Donc ce sont des sujets, et nous avons là un lien républicain à mettre au cœur des territoires qui est tout à fait important, et je crois que quelque part des actions comme justement des échanges que nous pouvons faire grâce au contrat de plan entre deux collèges très différents par la population génèrent, on faisait un premier bilan, génère des choses très intéressantes. L'accès au spectacle du vivant que n'auraient pas ces élèves si on ne les accompagnait pas. L'échange qui se passe entre jeunes de milieux très différents, entre l'urbain très concentré et le rural profond, et après évidemment des professions, des métiers tout à fait différents. Et quelque part, dans ces collèges, un déploiement de l'action à la citoyenneté qui peut être extrêmement intéressant. Alors quand on parle de tout cela, je suis certaine que si on s'amusait à ce que chacun d'entre nous nous fasse un retour d'expérience, nous aurions tous des expériences du même genre, avec des choses dont on parle avec des trémolos dans la voix, parce qu'on s'est impliqué, on est content, ça a marché, etc. En revanche, je crois que la question qu'on doit se poser aujourd'hui, très concrètement, c'est de se dire comment est-ce qu'on est capable d'évaluer tout ça. Parce que nous voyons bien que finalement ces dispositifs, et notamment les dispositifs de la politique de la ville, sont des dispositifs sur lesquels on a dépensé des milliards d'euros depuis les années de Lebar et les premiers QPV, les quartiers politiques de la ville, et pour autant on n'a malheureusement pas l'impression qu'on ait radicalement fait changer les choses. Alors il y a eu des initiatives marquantes, les QPV, les programmes en rue, c'était avec le 5e programme en rue de France. Moi j'ai passé mon temps à dire que l'en rue c'était génial, mais qu'il fallait mettre l'humain dans l'urbain, et que donc si on ne faisait que changer l'urbanisme, on ne changeait rien au sujet des habitants qui étaient dans ces quartiers. Et donc je crois qu'il est très important qu'on soit en capacité d'avoir dans les contrats de plan des actions qui de plus en plus soient des actions que l'on puisse évaluer pour en mesurer l'efficacité. Et surtout, si on reprend la genèse du contrat de plan, le contrat de plan a pour objectif de mobiliser des crédits qui sont une fois de plus une contractualisation entre l'État et les collectivités sur un domaine qui en premier lieu est quand même un domaine régalien, si on revient sur le sujet. Premier point. Deuxième point, la question c'est que normalement la base du contrat de plan c'est pour faire de l'expérimentation. Donc on peut imaginer qu'on teste une action en année 1, qu'on l'aide à se développer en année 2 et qu'en année 3 l'action devrait être en capacité de prendre son envol. Et je pense qu'on fait tous le même constat, c'est-à-dire que si en année 3 on sort en sifflet, c'est difficile, et si en année 3 on sort tout court, c'est impossible. Et donc là revient le sujet qui est le sujet un peu différent, qui est celui des crédits de droit commun. En d'autres termes, dans cette notion se pose la question qui est celle de comment sommes-nous en capacité de faire travailler ensemble jeunesse et sport, la culture, l'éducation, autant de domaines qui très souvent travaillent de façon trop parallèle au sens mathématique du terme, sans malheureusement mettre en place ces passerelles. Alors le dernier élément pour ouvrir dans cette question, je crois que c'est la notion de proximité. Et la notion de proximité, on la trouve dans nos bassins de vie à l'échelle municipale et à l'échelle intercommunale. Et on voit aussi que dans la notion d'éducation, la proximité est très importante. Et j'élargis au travail qu'on a pu faire dans la commission sur la notion universitaire, parce qu'on voit bien que là, la proximité et le positionnement des campus est très important. Et ce dont on se rend compte, c'est que finalement, aujourd'hui en France, on a 3 types de campus, finalement, ou de villes universitaires. On a les villes métropolitaines, vous les connaissez, avec des très grands campus. On a des villes qui sont sièges d'une petite moyenne université.
Et puis, on a des villes qui sont des pôles d'enseignement de proximité, souvent avec des départements d'IUT. Mais on sait tous que c'est ce mix sur notre territoire qui favorise l'accès à l'enseignement supérieur et donc à la formation de gens dont le pays aura besoin demain. Parce que si vous ne mettez pas de pôle d'enseignement de proximité, vous avez des endroits dans lesquels les jeunes n'iront jamais à l'université parce que c'est trop loin, parce que c'est trop compliqué, et donc on ne le fait pas. Et donc, quelque part, je crois que notre responsabilité, la cohérence des projets de territoire, c'est d'être en capacité de fédérer des écosystèmes locaux, c'est-à-dire de regarder comment on est capable de mettre ensemble la ville, l'agglo, la métropole et la région, qui chacun ont un morceau de compétences pour discuter avec l'État et pour, à ce moment-là, répondre ensemble à cette notion qui est celle de la citoyenneté. D'accord. Vous nous donnez là un panel vraiment très très large, une vision très grande, très appréciable. Olivier Bianchi, vous êtes donc maire de Clermont-Ferrand, vous êtes président de Clermont-Auvergne Métropole et vous êtes le coprésident avec David Lisnard de Cannes de la commission culture de France urbaine. Vous-même, vous êtes en train de travailler sur un territoire qui s'agrandit, qui se solidifie, qui devient de plus en plus intégré, puisque vous êtes le président d'une communauté d'agglomération qui est devenue communauté urbaine et qui va devenir très bientôt métropole. Or, une agglomération, on sait que c'est composé de fils très multiples entre les aspirations individuelles de chacune des communes, les nécessités économiques, financières, sociales, urbanistiques qu'évoquait Madame Vautrin, qui obligent à une forme de mutualisation. Quels sont pour vous, à Clermont-Ferrand, les sous-jacents à la construction du grand territoire que vous construisez actuellement ? Alors évidemment, la question c'est en matière culturelle, parce qu'il y a bien sûr d'autres enjeux, et notamment des enjeux de développement économique. Mais d'abord, pour faire comme Catherine Vautrin, si jamais vous aviez sur Clermont, un peu comme pour Reims et la baignoire de Champagne, l'idée que nous prenions des bains de Saint-Nectaire, je voudrais tout de suite vous rassurer sur le fait qu'évidemment, ce n'est pas le cas. Mais ceci étant précisé, j'imagine que Clermont-Ferrand, il est peut-être nécessaire de vous dire une chose, parce que ce que Catherine disait très bien pour Reims, je crois, s'applique en réalité à un très grand nombre de territoires métropolitains, j'utilise le mot territoire métropolitain, de grandes villes, de communautés urbaines. C'est la disparité, les dissonances territoriales. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a évidemment des pôles et des cœurs métropolitains, il y a des communes de toute taille et de toute dimension. Clermont-Ferrand, la deuxième ville de la communauté urbaine, fait 20 000, mais nous descendons dans les plus petites communes à 2500 habitants et des milieux ruraux sont même, ou rurbains plus exactement, sont évidemment sur le territoire métropolitain. Et donc il y a des disparités. Et la question au fond, c'est d'arriver à rassembler les populations sur des projets qui mettent en solidarité, qui rassemblent, qui essayent de reconstruire un lien entre toutes ces populations et leurs divers usages. Le lien existe en réalité dans leur activité économique. Mais il faut le faire vivre et l'incarner. C'est tout l'intérêt de la culture. Au fond, de donner de la chair et du sang au territoire. Et donc, je crois beaucoup, moi, que la culture est un vecteur. Et d'ailleurs, ça a été une des premières politiques qui a été tout de suite appropriée par les territoires. Parce que c'est capital, évidemment, de faire les déchets, c'est capital de faire le développement économique, c'est capital de faire l'urbanisme. Mais s'il n'y a pas des moteurs qui vont vous donner, au fond, un récit collectif, un récit communautaire, qui vont vous permettre d'expliquer aux uns et aux autres que nous avons une destinée commune, c'est la culture qui peut le faire. Alors, de mon point de vue, il y a 3 niveaux de coopération possibles, si on rentre dans les... Parce que l'intégration et les coopérations, elles sont compliquées, il faut les négocier à l'échelle communautaire. Et ce n'est pas toujours simple. Et dans les grandes métropoles, nous sommes 21 communes pour 400 000 habitants, mais j'imagine qu'évidemment, sur des communes où il y a, sur des communautés d'agglo, je pense à Saint-Étienne, je crois que vous êtes 70, si je ne dis pas de bêtises, 53. C'est déjà énorme. Donc il faut arriver à faire les choses ensemble. Premier niveau, finalement, c'est le niveau de base. Il n'est pas très intégré, mais je pense qu'il faut savoir commencer par là. C'est l'appel au projet commun. C'est-à-dire qu'il faut essayer de préparer ce que j'appellerais, moi, de la solidarité territoriale, de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire aider les plus faibles. Quand je dis les plus faibles, ceux qui ont moins de moyens financiers, ceux qui ont moins d'équipements structurants, ceux qui ont besoin de bénéficier justement grâce à la construction métropolitaine des réseaux, par exemple en lecture publique, par exemple en enseignement artistique, musical ou théâtral. Donc la question première, c'est faire ensemble en fait. Et là,
l'interco, elle est une sorte d'objet de soutien, en quelque sorte. Le deuxième niveau, qui à mon avis est celui qui est quand même plus en phase avec l'objectif fédéral, puisque le premier sera un peu la confédération, mais l'esprit fédéral, c'est de réussir à avoir et à construire un schéma de développement culturel. Ce schéma, il va permettre justement de traiter les deux échelles, c'est-à-dire à la fois les problématiques de vie quotidienne, de proximité, de démocratisation culturelle, et puis de l'autre, les problèmes de rayonnement, d'attractivité, de compétition, ou plutôt, je préfère ce mot, de distinction territoriale vis-à-vis de l'ensemble du territoire national quand on s'inscrit dans une stratégie de métropole. Et donc, avec ce schéma, on va pouvoir avoir ces stratégies. On va pouvoir aussi compléter les lieux, les projets, accompagner mieux les acteurs. Et ce schéma, il va donner lieu, puisque c'est un des sujets, j'y viendrai tout à l'heure, la question citoyenne, va donner lieu à des débats. Il faut avoir des débats avec, évidemment, les territoires, les communes, les acteurs. Il faut associer les adjoints à la politique culturelle, mais il faut évidemment aussi associer les acteurs culturels eux-mêmes. Et par-delà les acteurs culturels, les citoyens dans leur ensemble. On pourra en parler tout à l'heure. Beau projet pour permettre qu'il y ait des passerelles entre les acteurs de l'éducation et du savoir et les acteurs de la culture. C'est ça parce que si la commission éducative est extrêmement dynamique, n'hésitez pas à venir participer aux travaux de la commission culture pour qu'elle soit aussi très dynamique. Ensuite, troisième élément, c'est pas simplement... Et d'ailleurs, les trois éléments s'additionnent. Ils peuvent s'additionner dans le temps, ils peuvent s'additionner de façon concomitante, suivant le niveau politique de capacité du responsable ou du leader de la métropole à fédérer autour de lui. Le troisième niveau, pour moi, c'est avoir un grand projet fédérateur qui va raconter le récit total et territorial. Bon, Clermont l'a choisi, on sera candidat à la capitale européenne de la culture en 2028. Le terrain de jeu, puisque la règle, c'est la commune qui la pose, mais le terrain de jeu sera le territoire métropolitain, y compris d'ailleurs de Clermont à Vichy, parce que nous pensons qu'il faut justement fabriquer du vivre ensemble, et se projeter dans une ambition de ce type, au fond, peu importe, je ne dirais pas... le jour où on passera en commission devant l'Europe, mais peu importe qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas. Ce qui est intéressant, c'est les années qui auront précédé et qui auront permis de fabriquer, à l'occasion de ce projet partagé, un travail commun et une projection et une dynamique collective, qui fait que les gens ne se vivront plus comme une somme d'addition de territoire, mais comme un espace commun dans lequel des citoyens vivent. Je conclus parce que s'il y a plein d'autres questions, il faut peut-être qu'on ramasse nos interventions, mais ce projet fédérateur, nous allons le vivre, je dirais peut-être deux mots s'il y a des questions tout à l'heure dans la salle, à travers une anticipation, c'est-à-dire que pendant 4 ans, nous allons créer des mini-capitales effervescentes, ça s'appelle, qui seront finalement la démonstration qu'on peut se mobiliser, travailler ensemble, milieu économique, milieu culturel, milieu éducatif, les politiques sur ce territoire pour fabriquer justement cette dynamique. Et donc il y aura un récit de fait de la métropole qui se fabriquera en même temps grâce à la magnifique puissance de l'art, de la création et des artistes. Monsieur Bianchi, c'est une des propositions que nous trouvons dans le manifeste de France Urbaine que de travailler à la création d'une capitale française de la culture. Est-ce que c'est une déclinaison simple de la capitale européenne de la culture ? Alors, c'est plus compliqué que ça. Ça n'est pas d'ailleurs le produit de la démarche clermontoise. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais l'État a imaginé, et c'est, comment il s'appelle, qui était venu nous présenter... Bernard Favre-Dacier. C'est Bernard Favre-Dacier qui était venu présenter ce dossier à la commission culture. Et nous avons imaginé qu'il était intéressant. Vous savez qu'il y a évidemment des capitales européennes, elles sont maintenant des processus très connus, très, très organisés. Mais il y a des nations qui organisent aujourd'hui des capitales nationales. L'Angleterre, par exemple, la Grande-Bretagne, est dans cette situation. Et donc Bernard Favre-Dacier proposait qu'il y ait tous les 2 ans une capitale française de la culture. Les dimensions financières étaient moins fortes. Elles n'étaient pas portées par l'Europe, mais portées par l'État. Elles étaient composées de projets déclinés entre le territoire et l'État national. C'était aussi un atout pour le ministère de la Culture de faire une sorte de décentralisation deuxième temps, puisqu'il y avait des coopérations avec des établissements nationaux qui venaient en quelque sorte projeter des idées sur le territoire. C'est au fond la continuité, puisqu'on est à Arras ici, on peut le dire, du Louvre-Lens, de ces actions-là. Et donc l'idée, c'était d'avoir des projets déclinés par l'État en territoire, et en même temps un territoire qui se fabrique pendant une année, une activité culturelle. Et donc nous l'avons, c'est la proposition aujourd'hui que nous faisons à cette rencontre d'Arras, c'est de dire, mais
faisons de cette proposition du ministère de la Culture et du ministère des Affaires étrangères, puisqu'il y avait aussi un travail avec le ministère des Affaires étrangères de rayonnement et donc des réseaux internationaux qui pouvaient être mobilisés par le ministère, le Quai d'Orsay. Et donc, du coup, nous disons, ça nous intéresse et relayons cette proposition, notamment pour nos métropoles, pour nos agglomérations, pour nos communautés urbaines, pour nos grandes villes. Ça serait l'occasion, mais je crois que ça intéresserait aussi les villes moyennes, pour être clair. Ça nous permettrait d'avoir là un outil, finalement, fédérateur, prêt à porter, en quelque sorte, qui pourrait être utilisé par les élus pour créer cette fameuse dynamique collective dont je parlais tout à l'heure. Fabien Jordan, vous êtes le président de Mulhouse Alsace Agglomération depuis peu, vous êtes aussi le maire de Bervillers. Vous aussi, vous tentez de fédérer votre territoire par un projet de grande ampleur. Alors là, c'est un projet qui vise à développer une plus grande empathie entre les habitants, j'ai l'impression. C'est un concept que vous avez inventé, qui semble plutôt marcher, ça s'appelle la journée citoyenne. Est-ce que vous pourriez nous dire d'où ça vient tout ça ? Alors, avant de répondre d'où ça vient, j'aimerais rebondir sur tout ce qui a été dit. Et je pense que c'est tout à fait le constat de la société d'aujourd'hui. On est dans une politique descendante, on a envie de faire participer tout le monde, le respect du bien public, du bien des autres, essayer de faire ensemble pour mieux avancer ensemble, mettre en place des passerelles, la proximité, fédérer des écosystèmes, en fin de compte, mettre toute l'énergie positive à la disposition de nos collectivités. Et la journée citoyenne, c'est ni plus ni moins que rendre acteurs tous ceux et toutes celles qui ont envie de s'inscrire dans une démarche positive, qui ont envie de s'impliquer pour l'autre, je dirais pour le bien commun. Et c'est vraiment cette politique que je propose, et également dans la gestion de l'agglomération de Mulhouse que je préside depuis le 9 janvier. C'est en 2008 que j'ai mis en place cette première journée citoyenne, et je mobilise depuis chaque année plus d'un tiers de ma population de mon village. Vous me direz que le village n'a que 1200 habitants, mais ils sont quand même 400 à se mobiliser tous les ans à cette journée citoyenne. Donc il s'agit de travaux d'embellissement, de chantiers d'aménagement, parfois importants, de chantiers d'aménagement, mais aussi d'actions de cohésion sociale. Les jeunes qui emmènent les personnes âgées au cinéma, ont créé des pièces de théâtre, on peut faire une vraie politique participative où chacun se sent valorisé dans ses actions. Et développer le faire ensemble, c'est vraiment revenir à des valeurs que nous avons oubliées dans notre société et dans l'évolution de notre société et de nos collectivités. Je dirais le respect, le partage, la communication, le fait de se parler. Je dis très souvent, on n'a jamais eu autant de moyens de communication, mais on ne s'est jamais aussi peu parlé. Et que quand j'entends tout ce qui se dit, c'est qu'on ferait mieux de prendre un peu de temps pour se parler entre citoyens, entre collectivités, entre régions, dans un pays, parce que je pense que nous avons tous besoin les uns des autres. Donc je pense à l'intégration aussi des nouveaux habitants qui arrivent dans les communes. C'est important pour eux d'apprendre à nous connaître. Et je reviens aussi sur quelque chose qui a été dit sur l'appropriation de l'espace public. Avec les jeunes de notre commune, et maintenant c'est sur l'ensemble de l'agglomération. Je vais vous donner une petite anecdote, parce que les anecdotes c'est toujours sympathique. Nous avons refait l'abribus. C'est tout simple, refaire un abribus, un petit peu de peinture, on met des pavés, et c'est tout joli. Et tous ceux qui ont participé étaient fiers. Et ce sentiment de fierté aujourd'hui, on en a besoin aussi. Et quelques jours plus tard, il y avait un coup de marqueur, peut-être de 2 ou 3 cm de long, mais pas plus. Et ils sont tous déboulés dans ma mairie. Et ils ont dit, monsieur le maire, on nous a abîmé notre abribus. Et c'était quelque chose d'essentiel. Et quand nous voulons avancer ensemble, nous devons construire ensemble. Et c'est véritablement un changement d'esprit, d'état d'esprit, parce que l'habitant passe véritablement d'une position de consommateur à un rôle d'acteur. Alors c'est d'accord, mais on fait ça à l'occasion d'une journée citoyenne, mais est-ce qu'on est citoyen un seul jour ? Qu'est-ce qui se passe le reste de l'année ? Alors ce qui est marquant, c'est que le reste de l'année, les gens ont un comportement différent. C'est-à-dire, ils apprennent à se connaître, ils se connaissent les uns les autres, il y a une valorisation réciproque. On apprend à découvrir les gens, et on a des idées communes, on soumet les idées. C'est assez rare dans une
dans une mairie que les gens viennent vous voir, peut-être dans certaines mairies ça arrive, mais chez moi c'est assez rare, pour vous dire, monsieur le maire, vous êtes fantastique. Vous êtes merveilleux, monsieur le maire, on voulait juste passer pour vous le dire. Non, c'est que quand ils viennent vous dire, bah écoutez, le truc il marche pas, comment ça se fait que je paye autant d'impôts et comment ça se fait qu'il y a le truc ni machin. C'est toujours négatif. Enfin, je ne sais pas si on partage. Vu votre réaction, je pense que oui. Et la journée citoyenne, c'est l'inverse. Les gens viennent avec un esprit positif pour apporter quelque chose à la collectivité. Et aujourd'hui, au bout de 10 ans, au niveau des chantiers de la journée citoyenne, je n'émets plus aucun projet. Tous les projets viennent des citoyens. Et ils se sont vraiment appropriés. On a créé un local intergénérationnel dans un village de 1200 habitants, par exemple. Dans les communes comme Mulhouse, on a créé sur l'ensemble des quartiers un parcours Vita qu'on a fait avec les citoyens. À Angers, on a mis en place vraiment un service civique. On travaille beaucoup avec les services civiques, mais je pense qu'on y reviendra dans la deuxième partie. Donc on crée des partenariats, on crée des relations en donnant la possibilité vraiment aux citoyens de changer d'état d'esprit et à nous, collectivités, d'accompagner toutes ces initiatives. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un phénomène de défiance entre les élus et les citoyens de manière générale. Vous diriez que ce genre d'initiative est une autre manière d'administrer un territoire, une autre manière de faire de la politique ? Je pense que c'est tout à fait une autre manière de faire de la politique. Aujourd'hui, le système de défiance vis-à-vis de la politique au niveau national est dramatique. De ce que nous vivons aujourd'hui, il l'est encore un peu plus. Et ça nous inquiète. Ça peut... Vraiment, aujourd'hui, je pense que nous sommes tous inquiets. Tous ceux qui sont en responsabilité, nous sommes inquiets. Et pourquoi nous en sommes arrivés là? C'est parce que peut-être la situation est telle que cette défiance a dépassé tout le monde. Et nous, en tant qu'élus de proximité, nous pouvons encore avoir cette confiance si nous sommes dans la proximité. La proximité, ça a été dit tout à l'heure, et cette proximité est essentielle. Il faut qu'on soit vraiment en phase de travailler avec nos citoyens, les accompagner, leur dire aussi qu'il y a des choses qui sont faisables, des choses qui ne sont pas, mais revenir à un sentiment de confiance partagée. On a le sentiment quand même que ce genre d'initiative serait très facile à mettre en œuvre, ou alors plus facile à mettre en œuvre à une petite échelle. Vous êtes le maire d'un village de 1200 habitants, les gens ont une fierté regagnée grâce à un travail en commun. Alors vous mentionniez cet abribus. Est-ce que vous pensez qu'on peut développer ce genre d'énergie là aussi à l'échelle d'une plus grande agglomération? C'est aussi l'enjeu de la mise à l'échelle véritablement. Oui. Je pensais qu'au début c'était possible dans la petite commune et vraiment je ne pensais pas tout l'impact que ça pouvait avoir sur la manière de faire de la politique. Et quand on a commencé sur l'agglomération de Mulhouse, quand même 275 000 habitants, aujourd'hui toutes les communes en périphérie de Mulhouse, et même Mulhouse fait la journée citoyenne. On a Angers, on a Blois, on a Belfort, on a Nancy, on a Perpignan, on a Saint-Brieuc, on a énormément de grandes villes qui font la journée citoyenne, qui travaillent avec les conseils de quartier, avec les associations, avec les partenaires, avec les entreprises, pour que tout le monde puisse apprendre à se connaître, travailler ensemble, revenir à des choses simples. C'est pas compliqué une journée citoyenne. Chacun vient avec ce qu'il a envie de donner. Et déjà là, on est très positif. Et ce sentiment de fierté d'appartenir, vous savez, ce sentiment de fierté, malheureusement, dans notre pays, on l'a quand on est dans des situations dramatiques. On a bien vu que la France n'a pas besoin d'être organisée pour montrer qu'elle est solidaire. La France est un pays solidaire. La France est un pays fraternel. Et nous devons, nous, les élus de proximité, par nos instances, permettre à tous les citoyens qui le veulent de venir nous aider, de venir accompagner les initiatives et de venir tous ensemble faire que nous allions tous mieux, parce que nous en avons tous besoin. Et dans chaque commune où la journée citoyenne a été lancée, la journée citoyenne a été reconduite. Et il y a toujours ce sentiment de fierté, et vous le verrez bien, enfin si vous avez l'occasion d'aller, il y a un site journéecitoyenne.fr qui est porté par l'Observatoire national d'action sociale à Paris, et grâce à des partenaires que nous avons eus dès la première heure, il y a la Banque Postale, il y a EDF, il y a la Fondation SNCF qui nous soutiennent dans notre démarche, on a pu maintenant organiser cette journée citoyenne dans plus de 1000 communes en France. Est-ce que, pour terminer sur ce sujet-là, vous avez réussi à monter des partenariats qui seraient aussi non seulement des partenariats, comme vous l'évoquiez avec la SNCF, mais aussi des partenariats plus institutionnels avec l'éducation nationale, avec le ministère de la Culture. Est-ce que vous avez réussi à faire ça aussi ?
Et d'abord, est-ce qu'on peut avoir une gouvernance autour de ce genre de choses qui serait partagée? Alors, il faut maintenant qu'on soit tous les partenaires réunis autour de ces initiatives. Donc, on travaille avec les collèges, on travaille avec les lycées. Donc, il y a cette année dans une journée citoyenne dans un collège. Donc, c'est une première, c'est un collège pilote. Et l'engagement des 2 départements, des présidents des conseils départementaux alsaciens, est de mettre en place la journée citoyenne dans tous les collèges d'Alsace l'année prochaine. Ensuite les lycées, ensuite tous les établissements qui nous permettent de le faire, les forces de l'ordre, les polices municipales, pour créer des liens différents. Parce que si les gens apprennent à se connaître, ils arrivent à se respecter. Si les jeunes travaillent avec les anciens, il y a aussi un transfert de compétences. Et dans un collège, là on travaille vraiment sur des projets très concrets. Et je pense que la politique participative et la citoyenneté, ça doit être concret. Sur ce collège, on travaille non seulement avec les élèves du collège, mais également avec les enseignants, avec le personnel. Mais on a aussi associé les parents et les grands-parents. Les grands-parents qui ont un peu de temps, qui s'occupent souvent des petits-enfants, avec les chambres de commerce, avec les professionnels qui viennent montrer comment il faut faire les choses. Et ensuite, vu que nous le faisons nous tous, c'est une appropriation. Et économiquement aussi, c'est important parce que quand on s'approprie quelque chose, on le respecte davantage. Donc on revient tout juste à des valeurs que nous avons un peu oubliées parce que cette proximité s'est un peu effacée au profit de l'individualisme. Et on voulait juste revenir à ces valeurs. On s'est rendu compte que c'était une belle façon, une belle manière de faire de la politique autrement. D'accord. Samy Kefi-Jérôme, vous êtes donc adjoint à l'éducation du maire de Saint-Étienne, vous êtes aussi conseiller régional à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je voudrais reprendre les termes de Catherine Vautrin tout à l'heure qui disait que les ministères ont une manière très parallèle, au sens mathématique du terme, de mettre en œuvre leurs divers dispositifs. Il est vrai qu'il semble difficile de faire travailler ensemble ces ministères-là et qui ont en plus des fonctionnements qui peuvent être très différents, mais qui vont pourtant impacter les mêmes populations. Est-ce que vous pensez que le maire peut jouer un rôle d'ensemblier de ces politiques publiques au niveau local? Alors, le maire, nous sommes dans un contexte qui non pas nous permet de rêver, mais du moins d'être force de proposition sur un certain nombre d'éléments. Concernant votre première question initiale qui était sur comment donner au maire les moyens d'assurer les moyens du vivre ensemble, j'aimerais la prendre autrement, dans le sens où, comme l'a dit Catherine Vautrin, ce fonctionnement en silo que nous avons dans les collectivités, que nous avons dans l'État, se traduit concrètement sur le terrain par des fonctionnements qui fonctionnent bien quand les énergies se conjuguent, parfois avec beaucoup de difficultés, mais beaucoup de bonne volonté, et un certain nombre d'aberrations, parce que le fonctionnement en silo fait qu'il se passe des choses juste à côté de nous. Parfois même des adjoints ou des conseillers ou des vice-présidents d'une collectivité qui ne savent même pas ce que fait son collègue. Et les services même ne savent même pas ce que font leurs propres collègues. Donc ça fait partie du quotidien, malheureusement. Et bien sûr, une des choses qui pourrait être faite, ce serait déjà au niveau ministériel. C'est-à-dire qu'il y ait des fusions au niveau ministériel sur cette question du vivre ensemble. En prenant l'exemple de notre collègue de Mulhouse, je trouve vraiment magnifique cette initiative qui permet de remettre dans le quotidien de nos concitoyens cette dimension positive et ce changement de regard sur l'action publique. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être aller plus loin? Toujours, je pense que la période s'y prête. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est aussi parce que ce type de valeurs, d'habitudes, ne sont plus transmises. L'objet initial était aussi la question de la transmission de la citoyenneté. Où se transmet tout cela? Alors le premier réflexe, c'est l'école. Mais je préférerais que, sauf que tous les maux de la société, les difficultés scolaires, les difficultés d'éducation, sur qui on met l'accent ou sur qui on tape dans les médias particulièrement, et même les politiques ont leur responsabilité là-dedans, ce sont les professeurs. Or, si vous regardez le temps annuel que passe un enfant à l'école, c'est 10% de son temps. 10% seulement de son temps sur une année est passé dans les murs de l'école. Donc le reste du temps, il y a bien sûr la famille, mais il y a bien sûr l'éducation populaire. Et donc, à partir du moment où nous mettrions
désanctuariser le ministère de l'Éducation nationale, dont je fais partie, donc je peux en parler librement. Désanctuariser le ministère de l'Éducation nationale pour justement faire quelque chose qui est assez positif et qui est issu de la réforme des rythmes scolaires que vous avez tous vécu de plus ou moins près, c'est que l'un des mérites de cette réforme, je ne parle pas de l'impact sur le scolaire qui est un fiasco, l'idée était bonne, mais après c'est dans les détails où les choses se passent différemment. Et donc, l'un des mérites de cette réforme, c'est d'avoir recréé une sorte de monde des adultes, des éducateurs ou parents, enseignants, acteurs de l'éducation populaire, acteurs sportifs, acteurs culturels, eh bien, se sont mis autour d'une table, chose qu'ils ne faisaient jamais, parce que le temps de l'enfant était morcelé du matin jusqu'au soir, avec chacun qui prenait sa part de responsabilité sur ce petit temps, mais ne créait jamais de pont. Et donc, avoir un seul ministère qui regrouperait l'ensemble des temps de l'enfant, et donc des acteurs de l'enfant, permettrait justement de mettre en œuvre cette politique de cohésion sociale dont vous parliez tout à l'heure, de mettre en œuvre concrètement ces actions culturelles qui donnent de la couleur à la vie de la cité, et de faire en sorte que la journée citoyenne dont vous parliez tout à l'heure, eh bien, fasse partie quasiment de manière hebdomadaire, on ne va peut-être pas faire ça tous les jours, mais de manière hebdomadaire pour les enfants, pour ancrer dans leur mémoire, non pas des cours d'éducation civique et morale comme vous avez peut-être pu en voir, où les enfants, c'est très joli, mais que font les enfants? Ils prennent une affiche, ils écrivent la liberté, enfin on se retrouve avec je pense qu'ils le disent sincèrement quand ils écrivent la liberté c'est ça, l'égalité c'est ça, la fraternité, donc ils font une belle affiche qui placardent au fond de la classe, mais 5 minutes après ça ne les empêche pas de se taper dessus à la récréation ou d'aller piquer le goûter du voisin, etc. Alors que si nous étions exactement comme vous l'avez fait à Mulhouse, dans quelque chose de sensible, dans quelque chose de vécu, de l'expérience. Ça, on s'en rappelle. Nous avons tous été écoliers ou écolières, et malgré tout, quel que soit notre parcours, quel que soit notre âge, nous avons des traces indélébiles de ce temps de la vie. Et si dans ce temps de la vie est inscrit ce type d'expérience positive, où surtout que spontanément les enfants l'ont, le don de soi, la sollicitude, l'envie d'aider l'autre, eh bien si, au lieu de les avoir tout le temps assis en classe ou de n'avoir que des petits temps pour qu'ils puissent explorer ce type d'action citoyenne au service de l'autre, eh bien si nous les institutionnalisons de manière beaucoup plus régulière, précise et avec cette fierté aussi qu'ils ont retirée, eh bien je pense que derrière, en grandissant, eh bien ce que nous aspirons de nos voeux depuis un certain nombre d'années, avec de beaux mots, eh bien, cela sera traduit concrètement. Est-ce que vous pensez que la proposition qui figure dans notre manifeste, qui consiste à dire que nous voulons élargir les missions du conseil d'école pour mettre plus de complémentarité entre ce qui se passe pendant le temps scolaire et ce qui se passe pendant le temps périscolaire, répond à cette demande que vous formulez là? Alors, ça peut y répondre, mais je pense que le cadre actuel n'est pas adapté. Pourquoi renforcer les missions du conseil d'école? D'une part, parce que cette réforme des rythmes scolaires, un certain nombre d'acteurs ont dû travailler ensemble, ce qu'ils ne faisaient pas. Aussi, au sein du conseil d'école, les directeurs qui président ce conseil d'école ont eu une évolution de leur métier. Avant, dans les conseils d'école, on parlait éventuellement de pédagogie, peut-être de la fête de fin d'année, mais on parlait de pédagogie, du contenu des classes. Aujourd'hui, vous allez dans des conseils d'école, on ne parle que de la mairie. On ne parle plus de l'éducation nationale, on ne parle que de la mairie. La sécurité aux abords des écoles, le financement des sorties scolaires, le matériel, les travaux, etc., etc. Alors pour le coup, les professeurs, ils sont tranquilles, hein, mais l'adjoint au maire, le conseiller municipal que vous envoyez au casse-pipe, c'est pas évident. La cantine, etc., etc. Donc, on se retrouve dans une instance éducation nationale où on ne fait parler de tout, sauf des questions éducation nationale. Donc, à partir de ce constat, fort de ce constat, il est peut-être possible de se dire, ce directeur d'école dont les missions ont évolué et où la dimension pédagogique n'est plus le cœur, et bien sûr le cœur de son activité de professeur des écoles, mais il doit gérer du social. Il est en première ligne de la dimension sociale, de la difficulté sociale des familles, de la difficulté en termes de violence parfois subie par les enfants ou les familles, de l'hygiène alimentaire, de l'hygiène physique, etc. Il est verrouillé
parce que les directeurs d'école sont formés pour justement cloisonner un petit peu ce qui se passe sur les enseignements et l'école et ce qui se passe autour. Donc le conseil d'école présidé par un directeur d'école pourrait être au cœur d'un pilotage, en effet, mais qui sort, comme je vous le disais, décloisonne ce ministère de l'Éducation nationale et donc qu'on parle du temps de l'enfant. Et que de 0 à... On va déjà aller à 11 ou 12, mais de 0 à 11, on est un pilote qui, je pense, le directeur d'école peut incarner ce pilote parce qu'il faut quand même que les enseignements fondamentaux restent le centre des choses, mais qu'on englobe dans ce pilotage l'ensemble des temps de l'enfant, que ce soit les activités culturelles, les activités sportives, les activités citoyennes, le périscolaire, et qu'ils mettent tout cela en musique. Parce que sinon, nous continuerons à nous renvoyer la balle les uns les autres. Alors donc ça veut dire que vous validez la proposition qu'on fait aussi qui concerne le directeur de l'école. Madame Vautrin, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez de la même manière vous-même? Oui, moi je voulais revenir là-dessus pour dire combien je trouve que la définition qui vient d'être faite par notre collègue, c'est exactement ce que nous voulions dans la fonction, quand nous écrivions que nous voulions effectivement renforcer les directeurs d'école pour leur permettre de dialoguer directement avec les élus locaux. Si je le remets dans d'autres mots, je dirais que quelque part aujourd'hui, vous venez de le dire, alors peut-être le dirais-je moins bien que vous, il y a un rôle de veille parce que effectivement le directeur d'école, c'est lui qui détecte tous les problèmes sociaux notamment qu'il peut y avoir dans un quartier. C'est aussi celui qui a capacité à exprimer les difficultés parce que c'est pas toujours évident de les exprimer, de les reconnaître, etc. Et surtout, c'est celui qui a possibilité d'expérimenter. Et aujourd'hui, il faut bien le dire, le cloisonnement de l'éducation nationale fait que si ça ne vient pas, même pas de l'inspecteur de secteur, c'est pratiquement du niveau de l'inspecteur d'académie, vous qui sortez d'éducation nationale, vous le savez mieux que moi, l'autorisation de parler est très limitée. Moi, je suis toujours frappée de voir, sur des sujets extrêmement lourds qui nous abritent, qui nous concernent les uns et les autres aujourd'hui, que souvent un inspecteur vous dit, bon écoutez, je vous dis ça, mais j'aimerais mieux que vous posiez la question à l'inspecteur d'académie parce que je ne me sens pas autorisée à vous le dire. Et donc, on voit bien qu'il y a aujourd'hui des non-dits qui pourtant pourraient considérablement faciliter le lien social et quelquefois éviter des difficultés avec certaines familles, et osons le mot. Et donc, je pense que vraiment, le directeur d'école, l'équipe pédagogique ont un rôle majeur dans le quartier. Ça, c'est le premier élément sur lequel je voulais rebondir. Je vous ai senti, si je peux me permettre de juger, moins fanat sur notre proposition sur élargir les missions du conseil d'école pour qu'il puisse suivre la mise en place du projet éducatif de territoire en intégrant les temps périscolaires. Alors, je me fais le porte-parole de mes collègues qui me reprennent si elles ne sont pas d'accord avec ce que je vais dire. Nous, le vécu qu'on a un peu, c'est qu'on a plaqué des dispositifs dans des lieux qui sont des lieux scolaires, mais sans lien. Et notre volonté, c'était de dire, quelque part, si on pouvait élargir les missions du conseil d'école, ça permettrait qu'on soit plus adapté et qu'on ne se donne pas bonne conscience en disant, bon, allez, on l'a fait, on a trouvé l'action, ça tombe bien parce qu'il fallait remplir une case, et qu'il y a probablement, et ça fait le lien avec ce que disait notre collègue Jordan tout à l'heure, des expériences comme celle qu'il a faites, dont on rêve tous qu'elles se passent sur nos territoires, peut-être que l'école, ou le collège d'ailleurs, peuvent être les endroits où on trouve justement le terreau dont on a besoin pour mettre en place, et c'est là où peut-être on peut effectivement, à travers cette proposition, lui donner corps à ce que vous avez raconté de vécu et aller un peu plus loin. Puis il y a je reviens en dernier point sans être trop long sur le contrat de ville, parce que je pense aussi qu'on a dans nombreuses de nos villes des associations comme Unicité qui souvent peuvent faire le lien, qui sont des gens qui sont très présents. Moi, je trouve ça génial quand j'entends des jeunes me dire « je ne savais pas quoi faire de ma vie, alors je suis allée 1 an chez Unicité et je ressors avec une expérience, je trouve que c'est extraordinaire ». Et donc là, il y a de la mise en réseau et je pense que c'est à nous sur le terrain de faire ces mises en réseau. Olivier Bianchi, je voudrais reboucler un peu sur la culture. Vous, à Clermont-Ferrand, vous développez des parcours culturels pour les enfants. Ça se passe pendant le temps scolaire, justement, mais c'est bien la ville qui intervient dans ce moment-là. Vous avez pour cela, et vous avez parallèlement été le premier à signer le pacte culturel avec la ministre de la Culture. Qu'est-ce que vous cherchiez dans ce pacte culturel? Est-ce qu'il y a un lien entre parcours culturel et pacte culturel? Il y a le lien au fond de ce que nous débattons aujourd'hui entre nous sur la question de la place des citoyens et leur association sous des formes diverses et variées. L'expérience de Mulhouse, ce que disait le collègue de Saint-Étienne, des expériences variées de leur participation à la vie collective. Bon, d'abord, le pacte culturel, on a été les premiers à les signer parce qu'on était, vous le savez, et vous en rappeliez tous, à un moment de crise
des financements publics de la culture et qu'il fallait affirmer à la fois de la part de l'État, mais aussi d'un certain nombre de territoires, que nous ne faisions pas de la culture une variable d'ajustement, et que donc nous considérions que c'était un élément consubstantiel du développement de notre territoire. Donc on a été les premiers à signer. Ces pactes ont eu le mérite simplement de mettre un arrêt à la cartocrise, mais au fond, ils n'ont pas encore suffisamment porté leurs fruits en termes de développement. C'est pour ça d'ailleurs que dans nos propositions, c'est peut-être le moment aussi de le dire, nous voulons mettre en place des contrats d'agglomération, d'expérimentation en matière culturelle avec le ministère de la Culture qui pourraient à la fois expérimenter les projets, mais aussi les méthodes démocratiques. Et j'en viens donc à la question sur les parcours et sur les citoyens. Nous avons fait des états généraux de la culture à Clermont-Ferrand. Ces états généraux, ils ont eu pour l'objectif de mobiliser l'ensemble des citoyens dans une démarche participative pour construire le fameux projet culturel de la ville. On a même été plutôt surpris par l'appétence et la participation, très honnêtement. Parce qu'à force de parler de démocratie participative, de retrouver quelquefois dans les comités de quartier toujours les mêmes, on ne se rend pas compte que quand on lance des débats sur des politiques transverses et plus générales que les questions propres au quartier, les gens sont extrêmement demandeurs et très participants. On avait fait, par exemple, un site internet. On a eu plus de 2500 propositions écrites de Clermontois sur ce que pouvait être ou ce qu'ils attendaient d'une politique culturelle. Ça nous a estomaqués. On a fait des cafés citoyens dans les différents quartiers, dans les différents lieux, avec les différents partenaires. Ils ont toujours été pleins et très producteurs de propositions. Et donc on a gardé, à travers ces états généraux, on a fait un certain nombre de préconisations. Et les parcours culturels, pour dire un mot, c'est une idée d'ailleurs qui a été développée d'abord, parce que moi j'aime bien dire les choses, à Annecy, il y a de cela une petite décennie. Ça n'est pas les rythmes scolaires, ça n'est pas même les premières politiques que nous menions. Parce que Clermont-Ferrand a une grande tradition sur la question scolaire. Nous, on met 25% du budget sur la question de l'enfance, de l'éducation, 25% du budget de la ville, c'est tout ça. Dedans, nous sommes une des dernières villes, je crois, à avoir une signature nationale avec le ministère de la Culture sur les dumistes. Nous avons 17 dumistes qui font de la musique dans toutes les 66 groupes scolaires de Clermont-Ferrand. Nous avons 18 étapes qui font du sport. Donc ça, c'était la première période. Il y a eu la deuxième période sur la réforme des rythmes scolaires avec des propositions et on s'est fixé dans le cadre général, mais sans plaindre, et avec des ajustements au bout de rentrée. Ça coûte environ 2,5 millions d'euros à la ville, mais très honnêtement, on en est très satisfait. Et on a choisi une troisième étape, ces fameux parcours, 5 parcours scolaires qui ne sont pas dans le temps hors temps scolaire, ils sont dans le temps de l'école. Ils ont été contractualisés avec le rectorat. 5 parcours, un parcours patrimoine architecture, un parcours musique, un parcours spectacle vivant, un parcours art contemporain, art plastique. J'en oublie toujours un, c'est comme les rois mages, j'en oublie toujours le dernier. Mais en tout cas, 5 parcours, et tous les enfants du CP au CM2 vont, durant toute leur scolarité, finalement avoir accès à l'ensemble des lieux, des pratiques, des arts, des artistes du territoire. L'idée, c'est que quand vous êtes un enfant de Clermont et que vous avez commencé en CP, vous avez terminé en CM2, vous avez vu les lieux, vous avez eu des expériences on vous a montré les métiers, vous avez vu les spectacles, vous avez vu la fabrication de ces œuvres, vous avez vu les artistes et les professionnels qui l'incarnent, y compris les techniciens, vous avez eu une réflexion sur l'architecture et l'urbanisme et le patrimoine de votre ville. En fait, vous avez eu une sorte de formation culturelle et artistique globale qui était pensée par la ville avec les acteurs culturels, mais en contractualisation avec l'État. Alors, contractualisation avec l'État, on l'a beaucoup entendu, on voit bien que c'est quelque chose d'important. Monsieur Jordan, on n'a finalement pas trop parlé du rôle de l'État dans la journée citoyenne. Oui, parce que c'est vraiment un rôle à développer, mais avant de venir sur le rôle de l'État, je voudrais juste vous dire ce que la journée citoyenne a changé au niveau de la participation des enfants et ce que nous avons réussi à mettre en place avec eux. Nous avons maintenant mis en place, grâce à des adultes qui se sont portés volontaires, des cours de soutien pour les enfants qu'ils ont rencontrés à la journée citoyenne. Donc c'était important. Nous avons également mis en place des travaux d'aménagement de la cour, des mises en place de bancs. On a créé un jardin partagé, on a créé un potager partagé. Ça sert aussi aux enfants de respecter ce qui est fait. Nous avons créé un site internet avec eux. On a mis en place des cours d'informatique que les jeunes ados donnent aux anciens. Donc toutes ces choses-là, qui ne sont pas de l'initiative de la collectivité,
mais qui sont de l'initiative des citoyens accompagnés par la collectivité. Je pense que le grand changement est là. Et c'est vrai qu'au niveau de la place de l'État, je pense que il faut que la journée citoyenne s'inscrive durablement dans la culture et le paysage national. Il est vrai que j'estime que la journée citoyenne répond d'ailleurs à l'esprit de la loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 qui vise dans son premier chapitre à encourager l'engagement républicain de tous les citoyens et les citoyennes pour faire vivre la fraternité. Et je crois vraiment qu'on est là-dedans. Et je pense que avec le soutien de l'État, on pourrait peut-être à travers des signatures de conventions et d'engagements avec certains ministères ou directions ministérielles, je peux prendre en exemple le ministère de la Ville ou de la Direction générale de la cohésion sociale, pour des impacts de la journée citoyenne justement sur la cohésion sociale, avec le ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, pour optimiser l'investissement public, le ministère de l'Éducation nationale, et effectivement, pour encourager les gens à participer au niveau des collèges, au niveau des lycées, au niveau des écoles primaires, pour changer d'état d'esprit, pour être dans un véritable travail de citoyenneté. Aussi bien le ministère de la Culture pour valoriser l'histoire, le patrimoine culturel. On pourrait faire des partages sur l'histoire de la commune, de la collectivité. Le ministère de l'Environnement sur la préservation et la sensibilisation proposée dans de nombreuses communes dans le cadre de la journée citoyenne. Donc vous voyez, des partenariats sont toujours possibles. Mais je pense que nous devons laisser l'initiative aux gens de venir, et ils ont envie de venir, ils ont envie de s'investir, et c'est à nous, collectivités, avec l'appui des services de l'État, d'encourager ces initiatives-là. D'accord. Bien, il nous reste une dizaine de minutes. J'aimerais bien donner la parole à la salle. Savoir si quelqu'un parmi vous a une question, une suggestion, un apport, peut-être. Je sais, peut-être pour lancer un petit peu les choses, que qu'évoquait Olivier Bianchi sur les parcours culturels se fait dans d'autres endroits. Olivier Bianchi, vous vouliez peut-être réagir. Oui, c'est pas des réponses, hein, parce que c'est au contraire, ça va venir exciter tout le monde, donc autant c'est pour éviter que ça en reste là, mais 4 réflexions sur ce qui a été dit. Le débat sur la politique de l'Anville et l'ANRU qui n'aurait finalement, ça a été ce que vous avez dit, monsieur, tout à l'heure, pas produit beaucoup d'effets, certainement que ça n'a pas tout réparé. Simplement, moi, ça me fait furieusement penser au débat que nous avons sur la démocratisation culturelle, en laissant entendre que finalement, ça n'a servi à rien. Et moi, je pose la question différemment, mais c'est pour nourrir le débat. Qu'est-ce que serait notre société française aujourd'hui, y compris dans ces quartiers, sans l'ANRU, sans les politiques de la ville, sans les démocratisations culturelles? Personne ne sait si ça serait mieux, pire ou identique. J'ai tendance à penser, et j'ai fait les mêmes critiques que vous, Catherine Vautrin l'a très bien expliqué, ça ne suffit pas à faire que de l'urbanisme dans l'ANRU pour résoudre les problèmes d'emploi, d'inégalité devant l'école, etc. Mais ça n'empêche que ça a quand même aussi transformé les choses. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on soit dans un moment politique où on rejetterait complètement tout en imaginant qu'il y a des nouvelles choses à inventer. Et du coup, les évaluations des politiques publiques sont compliquées, hein, parce qu'on évalue sur des choses qui sont faites et on n'est pas en capacité d'évaluer sur ce qui n'aurait pas été fait, hein, ou en tout cas, dans quelle situation on serait. C'est juste pour complexifier les propos. Et puisqu'on en est là, je vous rassurer, parce que là, pour le coup, je crois qu'on s'est mal compris, et je voudrais rassurer tout le monde, sur les contrats culture avec l'agglo-expérimentation. Vous parliez de ghettoisation, en quelque sorte, en disant, nous, c'est pas la peine de faire du rap pour les jeunes, etc. Et les propos que vous teniez sur ces questions-là, on les a tous entendus comme élus, des jeunes qui ne veulent pas être cantonnés dans des dispositifs. Moi, je plaide d'ailleurs, nous avons, nous, un festival transurbaine de danse contemporaine et lié aux cultures urbaines. On l'a fait à la Maison de la Culture. Je ne la fais pas dans les maisons de quartier, parce que je veux justement que les jeunes puissent se déplacer. Donc là-dessus, on est tout à fait d'accord. Le contrat d'expérimentation, ce n'est pas la traduction ghettoisée des politiques culturelles suivant les territoires. Le contrat, c'est simplement, on expérimente des nouvelles façons de travailler entre l'État et le territoire sur le développement culturel. Donc vraiment, c'est pour vous rassurer, il n'y a pas de vice caché derrière ça. Et de ce point de vue-là, mais ça c'est comment dirais-je, l'homme de culture qui parle. Je ne peux pas laisser dire que le rap n'apporte pas
les connaissances. Vous savez, le théâtre de Molière, à l'époque de Molière, il était aussi révolutionnaire que les rappeurs d'aujourd'hui. Si aujourd'hui, l'école de la distinction en a fait une norme du classicisme, c'est pas le cas quand des troupes de saltimbanques à moitié ivrognes jouaient ça sur les tréteaux des villages de France. Et c'était d'une provocation absolue, certainement bien plus forte que certains rappeurs. Et donc le rap, comme tout mouvement artistique, a des sous-produits d'ailleurs souvent vendus par les chaînes commerciales, et le rap a des vrais artistes et des poètes. Et vous aurez demain des rappeurs et des textes qui sont très forts. Et nous, par exemple, pour faire la jonction entre le contrat et le rap, c'est que moi j'ai un concours international de chant lyrique à Clermont-Ferrand. Et j'ai aussi des jeunes de banlieue qui font du rap. Ce que j'ai fait moi, c'est que je fais rencontrer les chanteurs de lyrique avec les jeunes rappeurs pour que justement, avec leurs cultures différentes et leurs esthétiques différentes, ces deux artistes comprennent qu'ils ont les mêmes problèmes, les textes et les voix. Et pour lire les livrets d'opéra de temps en temps, excusez-moi, mais même si c'est du grand classique, les textes sont aussi cucus et quelquefois ringards que les textes des rappeurs d'aujourd'hui. Ça c'était, mais c'est mon côté gauche, il fallait bien, parce que je sais bien qu'à France Urbaine, on s'embrasse sur la bouche, mais on est à 5 semaines de la campagne, donc de temps en temps on peut faire un peu de politique sans que ça soit grossier. Enfin, dernier point. Exactement, ça je sais bien. Je sais bien. Je n'oublie pas que c'est à Agen, au Florida, dans une mairie de droite, et avec Marie-Françoise Poncet, que s'est construit les premières politiques publiques en matière de musiques actuelles, et c'était une femme de droite. Alors, et dernier point, je finis la provocation, parce que jusqu'au bout, tout le monde, ceux qui me connaissent ont l'habitude. Non, mais bien sûr. La question de l'identité des communes. Moi, je vais vous dire ce que je dis à mes élus. Il faut respecter, évidemment, les communes, il faut travailler en coopération, il faut associer. Mais moi, je ne crois pas aux identités des communes, je vous le dis. Comme je ne crois pas d'ailleurs à l'identité de l'interco. C'est-à-dire que nous sommes en train d'inventer, les élus, des faux débats pour protéger nos pouvoirs, mais arrêtons avec ça. Est-ce que vous pensez que nos habitants sont attachés à ce point-là aux identités de nos communes ? Ils ont évidemment un héritage historique, celui, alors là, pour le coup, continuons à aller jusqu'au bout, de la paroisse, parce que tout ça, c'est quand même pas la Révolution française qui les a fabriqués, les communes. C'est la paroisse. Donc, évidemment, il y a ce lien-là. Mais quand même, moi, j'ai peur que souvent, nous mobilisions les questions de politique publique comme constitutives d'identité, territoriale, j'entends, je ne parle pas d'identité nationale, pour nous protéger de nos pertes de pouvoir. Et donc, ce qu'il faut que nous réfléchissions à faire, c'est tout l'enjeu de l'interco. C'est la coopération. Nous, quand on a pris des politiques publiques avec la communauté urbaine, moi j'ai immédiatement monté, et c'est des processus qu'il faut inventer, on a monté des commissions extra-communautaires composées de tous les adjoints des compétences transférées. Et quand on fait un PLU, je ne le fais pas avec le conseil communautaire seulement, je le fais avec les 21 adjoints à l'urbanisme des 21 communes de la métro de Clermont. Et c'est grâce à ça qu'on ne crispe plus sur des questions d'identité qui ne sont pas réelles, on fabrique simplement du vivre ensemble. Et moi, je voudrais vous redire que le piège, je sais qu'on est dans cette période, je conclus, je promets, le piège aujourd'hui, c'est ces questions d'identité qui vont nous tarauder pour se rassurer, et ce sont les faux débats, ce sont les faux nez de notre crise démocratique. Et le problème aujourd'hui, ce n'est pas la question de l'identité. La question aujourd'hui, c'est la question de l'organisation des pouvoirs. Et il ne faut pas qu'on ait peur de poser ces questions-là. Et c'est tout l'enjeu de l'intercommunalité. Mais je me tiens à disposition après au repas pour continuer à puncher avec ceux qui voudront. Catherine Vautrin, est-ce qu'à Reims, on écoute du rap en buvant du champagne ? Mais les rappeurs exactement, et non seulement les rappeurs, mais tous les gens qui s'occupent de musique actuelle. Regardez le dernier clip de Youssek, qui est absolument exceptionnel. Il vient de sortir et vous verrez des images magnifiques à la fois de Thomas Pesquet et en même temps vous verrez des images du stade de foot de Reims. Donc vous voyez, mais on ne va pas ouvrir le débat là-dessus. Je vais moi revenir. Monsieur, moi je réponds à la question que m'a posée. On conclut. Oui, mais Bien sûr. Je crois qu'on avait bien entendu votre message, effectivement. Oui.
Madame Vautrin. Alors, moi, je vais revenir, si vous me permettez, sur 4 questions qui ont été posées. La première, c'était sur, Madame, sur l'idée du suivi des PEDT. Vraiment, la proposition que nous faisons, c'est simplement que le conseil d'école, dans une notion de continuité éducative, puisse suivre. Et notre proposition, je vous invite à la relire, c'est exclusivement ça, c'est élargir les missions du conseil d'école afin qu'il puisse suivre la mise en œuvre du PEDT en intégrant les temps périscolaires. Donc vous voyez, ça reste bien celui qui paie, qui commande. Acte 1. Acte 2, le rôle du directeur. Le rôle du directeur, ce que j'ai essayé d'exprimer, probablement pas bien tout à l'heure, c'est vraiment qu'il puisse dialoguer avec les élus locaux dans son rôle de vigie. Parce que je pensais, si vous voulez, au quartier, mais je pensais aussi à l'isolement en milieu rural. Et je fais le lien avec votre question sur communes interco. Moi, je suis sur un territoire, 144 communes, le Grand Reims. Je vais de 185 000 habitants à 48 habitants. Il s'avère que j'ai des territoires j'ai 110 communes de moins de 1000 habitants. Je ne vais pas vous faire passer la nuit sur la situation rémoise, mais juste pour vous dire que j'ai des intercos qui ont transféré la compétence scolaire à l'interco. Il y a des communes qui ont transféré à l'interco. Par contre, la ville de Reims, par exemple, a gardé, elle, ces écoles. Et donc, aujourd'hui, on a un double système. Et vous savez que la loi nous donne 2 ans pour prendre une décision. Une fois qu'on a dit ça, quand un principal de collège m'écrit en me disant dans le transport scolaire, je tiens à vous dire que j'ai des problèmes de shit avec des gamins de 6e, on est en plein rural, on y fait du champagne, on y fait de l'agriculture et on va très bien. On n'est pas en Seine-Saint-Denis, donc il n'y a pas de cliché, ça touche tout le monde partout en France. Et la question, c'est comment on répond. Et c'est plutôt ça notre sujet. Troisième question que vous avez bien voulu. Dernière question, c'était sur la notion de résultat, monsieur. Moi, je crois que la faiblesse aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de cohorte précise. C'est du doigt mouillé et en fait, on pourra juger le jour où effectivement, on aura un groupe auquel, par exemple, on mettra en place un système de réussite éducative qui comprend aussi bien du scolaire pur que de l'ouverture à la culture, parce que le jour où certains d'entre eux ont des résultats excellents et qu'ils passent un concours, s'ils n'ont pas été accompagnés, s'ils ne savent pas ce que c'est qu'un théâtre, s'ils n'ont aucune culture générale, quel que soit le domaine, je vais éviter de revenir dans notre débat, ces jeunes-là échoueront par manque de culture générale. Et c'est là que la culture a tout son rôle dès l'école. Et c'est pour cela que je crois que nous pourrions avancer si nous avancions par école, par cohorte, pour réellement avoir des chiffres précis et des mesures précises. Samy Kefi-Jérôme, est-ce que vous souhaitez réagir ? Deux petits mots, oui, parce que c'est vrai que ce mot de fiasco apparemment a fait écho ou surtout pas dans la tête de ça. Ce que je dis simplement par rapport à la réforme des rythmes scolaires, l'objectif, c'était un des piliers de la refondation de l'école, et donc l'objectif, c'était que les enfants réussissent mieux à l'école. Je pense que quand on parle d'école, c'est l'épanouissement et la réussite scolaire. Donc qu'ils sachent, tout le monde dit ça, mieux lire, écrire, compter, c'est bien beau de le dire, mais qu'est-ce qu'on fait pour ? Donc, depuis 2013, avoir consacré autant d'énergie, parce que dans chaque collectivité, ça a été un chantier colossal. Quasiment entre 2 et 3 milliards de dépenses par les collectivités par an. Le fonds de soutien de l'État, à peu près 400 millions par an. Donc en gros, depuis 2013, c'est plus de 15 milliards, 15 à 18 milliards, plus l'énergie des uns et des autres, dépensés, pour moi, un résultat que je trouve plutôt relatif en termes de réussite scolaire. Parce que dans les conseils d'école, on s'est progressivement, bien sûr qu'on ne parle pas de pédagogie, mais on parle des projets d'école au service des apprentissages, et forcément, on s'est détourné de cela. Vertu des rythmes scolaires. Je l'ai dit tout à l'heure, vertu des rythmes scolaires, c'est d'avoir mis autour de la table tous ces acteurs qui n'avaient pas spontanément l'envie, ou du moins l'habitude de travailler ensemble. Donc ça, il faut capitaliser là-dessus. Et ça rejoint un petit peu ce que, monsieur, vous disiez par rapport à... Parce que votre premier constat sur politique de la ville, etc., ça ne fonctionne pas. Et derrière, en troisième ça ne donne pas les résultats attendus, de la même manière que les rythmes scolaires, c'est-à-dire ça coûte beaucoup d'argent pour... Bien sûr, ce serait pire sans, je pense, mais ce n'est pas forcément exactement ce qu'on attend en termes de résultats. Cependant, comme vous, moi j'ai été directeur d'école en ZEP dans un quartier qui cumule tous les records, malheureusement, et tous les voyants au rouge. Et dans ces quartiers-là, il y a un paquet de choses qui sont faites.
Et c'est là où on peut s'interroger. Et j'apporte une petite bribe de réponse à ce que vous disiez, c'est qu'ils vont peut-être plus au musée que des enfants de classe moyenne. Ils ont plus de sorties sportives, de vacances, etc., que des enfants de classe moyenne qui restent à la maison parce que leurs parents sont à un seuil de niveau de revenu qui leur permet de vivre décemment, mais pas suffisamment pour leur consacrer un peu plus de temps, partir en vacances, etc. Donc ils restent à la maison, ils jouent, ils sont dans un environnement à peu près stimulant, mais sans plus. Mais ça se passe bien pour ces enfants-là. Alors que les enfants dans des quartiers d'éducation prioritaire, ils ont beaucoup plus qu'ailleurs. Moi, j'ai mis en place des orchestres à l'école où on jouait du classique et du jazz. Donc, vous voyez qu'on peut aussi faire dans ces quartiers-là autre chose. On payait le conservatoire, on laissait un tuba au conservatoire, un à la maison. Donc, c'était des conditions idéales de réussite. Bon, donc, on donne plus. Et c'est normal qu'on donne plus. Mais les résultats scolaires ne sont pas au rendez-vous. Donc la piste par rapport à ce que vous dites, c'est que tant qu'on n'accompagnera pas la politique de parentalité, c'est pour ça que, comme le disait Catherine Vautrin, il faut élargir au conseil d'école et le directeur d'école comme pilote de quelque chose de plus global sur la parentalité et l'enfance, parce que le regard du parent sur ce que fait l'enfant, c'est ça la clé. Et que tant qu'on n'accompagnera pas davantage les familles, que les politiques auront le courage aussi de dire qu'on doit aussi accompagner les familles, non pas dans une politique éducative, mais on le voit dans la petite enfance, où les conseils des acteurs de la petite enfance fonctionnent bien auprès des familles sur des notions de base, eh bien, ça apporte un socle. D'accord. Et pour terminer, donc, une solution qui existe, les politiques de réussite éducative qui font du sur-mesure et qui font que l'ensemble des acteurs éducatifs se mettent autour d'une table, travaillent main dans la main et fassent émanciper nos petits élèves. D'accord, merci. Fabien Jordan, est-ce que vous voulez détenir le mot de la conclusion ? Je vais répondre à la question concernant le conseil de développement et sur la manière dont il est représenté dans une gouvernance d'une agglomération et vous expliquer comment nous on fait participer le conseil de développement, parce que j'étais en charge dans ma vice-présidence précédente de m'occuper du conseil de développement et justement de donner toute la place à la société civile. Donc nous avons maintenant sur Mulhouse un comité d'impulsion au départ avec le président et les vice-présidents, ensuite un bureau avec l'ensemble des conseillers communautaires, délégués, et nous avons créé des ateliers projets sur tous les projets qui le méritent. Ça peut être un passage d'une compétence, un transfert d'une compétence, ça peut être un projet sur le PLUI, enfin tous les systèmes de réflexion et les thèmes de réflexion. Et dans ces ateliers projets, on invite systématiquement le conseil de développement à participer à nos travaux, ainsi que les conseillers municipaux. Et ça nous permet d'avoir un retour au niveau du bureau qui nous permet d'avoir une conclusion qui tient compte et de l'avis de la société civile et de l'avis des conseils communautaires et des conseils municipaux. Et on porte ensemble ces projets. Et donc ça permet pleinement au conseil de développement que j'ai rencontré d'ailleurs hier soir pour leur expliquer le fonctionnement et qui sont naturellement ravis d'être impliqués dans tous les projets que nous menons. L'implication des citoyens. Je crois que ça a été véritablement la parole forte de tous ces débats. Je vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir participé à ce débat ici, mesdames et messieurs du public de la même manière, et je vous souhaite une bonne soirée.